Je suis très content. On accueille un organisme, des organismes publics, tels que le Conseil général, la Chambre d'agriculture de l'Isère, le Conseil régional. Comme quoi on peut faire de la performance industrielle aussi dans le public. Et donc, je vais laisser, il y a de nombreux intervenants. Donc, l'exposé durera, les exposés dureront environ 1h15, m'a dit Landat. Après, on aura, le but c'est qu'on échange, que vous puissiez poser des questions. Et à l'issue des questions, vous serez également tous invités à un apéritif qui aura lieu de l'autre côté de l'entreprise. Je donnerai les invitations. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Et allez, la parole est à vous. Merci. Donc, bonsoir, bienvenue donc, à cette conférence de la performance industrielle, à l'École de génie industrielle. Donc ce soir, nous allons principalement parler des problèmes autour des circuits courts. Ici, donc, j'ai intitulé la conférence Logistique en circuit court, un enjeu de structuration du réseau et d'amélioration de l'aérodynamique agricole. Nous avons effectivement la chance ce soir d'avoir M. Eric Piolle qui va nous parler en fait de la politique de la région autour de cette thématique. Et puis aussi le comité en 3P, va nous parler des produits de la région Rhône-Alpes, et le Conseil général de l'Isère, la Chambre d'agriculture de l'Isère, avec qui nous allons travailler sur justement l'optimisation d'un réseau de distribution des produits agricoles frais, et aussi des problèmes de l'allotissement pour les appels d'offres des cantines des scolaires. Voilà. Donc, la présentation va se séparer un petit peu en deux parties. Une partie, donc, présentation des institutionnels, et puis une deuxième partie plutôt scientifique sur les plans d'optimisation. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à M. Piolle pour la politique de la région. Alors, bonjour à tous. Je vais vous faire un grand exposé sur la politique de la région, parce que les élus qui parlent sont fatigants. Je me rappelle qu'on était de l'autre côté, et je me rappelle toujours quand même on s'écoute et qu'on est nombreux. Donc je voulais vous dire deux grands messages à faire passer aujourd'hui. Le premier, c'est que le sujet choisi pour cette conférence de performance industrielle, il est au cœur de champs politiques croisés qui sont pour nous très intéressants. La question de l'aménagement du territoire, la question du développement économique, la question santé-environnement, qui est maintenant de plus en plus prégnante dans nos vies quotidiennes et dans les enjeux sociétaux. La question agricole, évidemment. Et puis, puisque là, on est aussi sur une politique, on verra avec les intervenants ultérieurs, de comment on allotit pour des cantines, un aspect éducation, comment on est moteur à la fois du Conseil général et du Conseil régional en charge des collèges, des lycées. Il y a un lien aussi très fort avec l'éducation. Et ces problématiques-là, elles sont dans le champ et dans le débat politique, et dans le débat politique à deux niveaux. Un premier, parce qu'on bataille, on n'est pas tous d'accord sur les objectifs. Quels objectifs, pour quelle vitesse, à la fois, et puis quels objectifs, quelle vision de société pour ces aspects-là. Et puis, il y a un aspect de cohérence. Même une fois qu'on s'est mis d'accord sur les objectifs, comment développer des politiques publiques qui soient cohérentes, à la fois dans le domaine, si on dit par exemple qu'on veut protéger le foncier, développer l'alimentation bio, agir aussi sur l'éducation, par l'éducation environnementale, comment on met en cohérence ces objectifs. Et là-dessus, on rencontre l'arbitrage d'intérêts entre les acteurs d'aujourd'hui, qui ont des positions installées, pas forcément intérêt à les changer ou pas les changer trop vite, les acteurs de demain, qui ont envie de bouger assez vite, évidemment. Et puis, il y a un aspect technique. Et l'aspect technique, en fait, il n'est pas indépendant de ces enjeux politiques. Il y a une interaction. La difficulté technique sert souvent d'alibi pour des incohérences politiques. Et donc, on a un réel enjeu. On l'a vu, je peux le donner sur un autre exemple qui n'a pas directement à voir avec ça, mais qui a à voir avec notre politique autour des lycées. On cherchait à faire une restauration pour les lycées, donc un tarif de restauration qui soit accessible à tous. Et donc, un des enjeux, c'était de décider que ça passe au quotient familial, comme c'est le cas dans les cantines, par exemple, grenobloises, au lieu d'avoir le même tarif pour tout le monde. Mais il est évident que l'enjeu technique de dire comment est-ce qu'on récupère les données, comment on gère les données privées, comment on met en œuvre ça dans 550 lycées de la région, l'aspect technique est
Et elle fusionne tout aussi bien pour ces questions de taille de l'eau, puisqu'on est face à des arbitrages, on appelle un 550 lycées coronal, c'est quand même monstrueux à gérer. Et donc, il faut à la fois former des intendants, faire des groupements d'achat, etc. De problématiques complexes, même si le choix de la région a simplifié dans un domaine, dans la mesure où chaque lycée a sa cantine, et que sur 550 lycées, 270 publics, il doit rester 8 cantines externalisées à du privé, le reste est internalisé directement fait par des fonctionnaires régionaux. Donc le technique et le politique en fait sont intimement liés, à la fois sur l'aspect purement technique et puis sur l'aspect, on l'a vu, j'étais là il y a 10 jours là, pour la thèse d'Ariel Waderol sur le scope aussi, sur l'optimisation des stations Vélib, sur le fait qu'il y a beaucoup, on a nous élus, parce qu'on vient de mondes divers, beaucoup d'idées préconçues, et que ces idées préconçues, elles ne vont se heurter si elles restent dans le champ politique, ben, on vit bien avec nos idées préconçues. Donc c'est aussi la réflexion technique qui peut nous aider à sortir et à regarder la réalité des faits plutôt que ce qu'on imagine en rentrant et nos intuitions qui ne sont pas toujours bonnes. Donc ça c'est un aspect fondamental pour nous où on retrouve ces enjeux logistiques, un triple accès par rapport au débat politique en ce moment, en termes aussi de relocalisation, de redistribution des revenus entre les gros et les petits, et également de reconversion vers aller vers l'agriculture bio, donc un triple R qui a un enjeu et qui s'est matérialisé dans la politique régionale par une délibération où on a fixé comme cap 15% de bio et local, on a bien associé les deux, avec un débat qui a été assez long pour dire comment on fixe un objectif assez ambitieux pour qu'il y ait des perspectives, des débouchés de marché, et puis comment on fixe un objectif qui soit quand même raisonnable pour qu'on n'ait pas aussi des effets de bord assez problématiques, et notamment du bio qui vient de n'importe où dans le monde, et qui tue un peu la vie. Voilà. Et puis le dernier aspect sur lequel je conclurai, c'est que pour les élus, particulièrement les élus régionaux, qui sont une politique enseignement supérieur et recherche, on a des compétences dans ce domaine-là, compétences de politique publique, compétences, pas forcément, mais il y a bien un travail à faire pour cultiver le lien entre les labos que par ailleurs on finance, une centaine de thèses de doctorants, et finalement ce qu'on en produit. Et on voit là-dessus que nous avons des enjeux très forts où on pourrait tirer beaucoup plus de la recherche publique, des labos ici, des forces, on dit toujours que Grenoble est au cœur d'un triptyque recherche universitaire industrie. On l'utilise finalement, nous, acteurs publics, avec nos problématiques qui sont celles des déplacements, celles de l'intermodalité, celles des circuits courts, celles de comment aménager la ville, qui est consommatrice, avec son entourage qui a l'enjeu de demain, à la fois en termes de création d'énergie, de préservation de la biodiversité, de terres arables, d'eau, etc. Tous ces enjeux, ils sont à l'extérieur de la ville, qui pompent des ressources et produisent des déchets de façon macro. Voilà, ça c'est, on peut en tirer beaucoup, et aujourd'hui on voit malheureusement trop souvent des politiques publiques se tourner vers des grands groupes pour faire la prospective de l'horizon 2030, qu'est-ce que ça va être le futur. Et c'est sûr que si on en tirait déjà la recherche et la scientifique moelle des travaux et des questions qu'on peut avoir dans la place, on serait peut-être mieux armé avec des coûts moins élevés que si on va voir les stages d'Annecy pour expliquer le monde de demain, parce qu'ils ont aussi une vision du monde de demain qui peut être intéressante, mais qui est un petit peu orientée. Voilà. Donc, beaucoup de travail à faire. Il me semble qu'on est, je vais venir ici aussi pour ça, parce que ce lien entre les élus et les chercheurs, on peut en tirer beaucoup. On peut parler, une fois, échanger avec la chargée de mission de vice-présidente en charge des lycées et de l'agriculture. Ils sont évidemment intéressés par cette problématique, mais ce n'est pas forcément dans leur radar naturel. Donc, il faut amener et alimenter et pour de transmission. Donc voilà, le travail de ce soir. On aura des suites aussi pour le conseil régional, le conseil général en termes d'utilisation, et puis peut-être qu'on amènera d'autres problématiques qui nous intéressent, sur lesquelles aussi vous couvrir, et vous ayez en tête finalement les questions que l'on se pose, qui sont problématiques pour nous aujourd'hui, et auxquelles vous pouvez sans doute contribuer. Merci à tous et puis bonne soirée. Donc, je vais passer maintenant la parole à Mme Sylvie Marino, qui représente M. Alain Berger.
problématique alimentaire. Je vais réduire le scope sur la valorisation des produits et de la proximité. C'est un de nos champs d'action. Juste pour situer un petit peu ce qu'est le comité R3AP, donc, ça veut dire Rhône-Alpes agroalimentaire, les 3A, promotion. Je vais jouer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est que vous voyez une diversité de produits et de métiers qui sont représentés. Produits en Rhône-Alpes, on a un peu aussi bien les producteurs que les transformateurs. Et en Rhône-Alpes, donc le territoire, pour sa notoriété, pour des valeurs comme le transport, le maintien de l'activité. Et pourquoi ce comité? C'est une association cofondée au départ par les 3 réseaux consulaires, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre d'agriculture, Chambre des métiers et de l'artisanat. Et largement soutenu par la région Rhône-Alpes, toutes les propositions leur sont soumises, et en intégrant les professionnels de l'agroalimentaire et des métiers de bouche et de tout ce qui est en relation avec l'alimentaire. Donc, ne défend ni l'un en particulier. Notre bannière, c'est vraiment les produits en Rhône-Alpes. Donc, un métier, une promotion commerciale économique pour les groupes d'entreprises, producteurs, la promotion collective en complément ou en partenariat avec les métiers traditionnels, les missions traditionnelles, les chambres d'agriculture, la communication avec une promotion du patrimoine. Vous verrez, on n'a pas de plaquette institutionnelle, mais vous aurez une carte à la sortie pour que ça intéresse, avec tous les produits sous appellation Rhône-Alpes. Donc c'est ça notre communication pour vous, consommateurs, citoyens, mais aussi pour les autres. Et puis une information que vous avez. Voilà. Juste pour vous donner un peu, je parle de tout ça. Et du coup, la proximité alimentaire nous intéresse, nous interpelle fortement, surtout nos élus, les représentants que je vous ai décrits. Du point de vue du consommateur, il faut le prendre en compte, c'est à lui qu'on s'adresse, tout ça. Le point de vue des professionnels, c'est ça que je développe un peu plus. Vue macro, et vous aurez la concrétisation avec les 2 interventions suivantes. Et du scientifique avec les si j'ai bien compris. Et surtout vous faire part de cette réflexion qu'on a menée avec les professionnels, mais en établissant des passerelles avec les citoyens, mais aussi les conseils régionaux, puisqu'on a des aussi. Le consommateur, aujourd'hui, on nous parle de proximité. Nous, on veut aussi lui communiquer la proximité, c'est au travers d'un identifiant Rhône-Alpes. Donc, à faire chez nous. On a des ambassadeurs. Pourquoi cette proximité qui prend son envol? Parce qu'on a des valeurs derrière qui commencent à être entretenues, entendues ou pas associées complètement. Il y a encore du travail, en tout cas tous les producteurs ou les métiers de bouche ou les restaurateurs, il faut encore en faire, c'est pas si évident. Et tous ceux qui imaginent une marque, un label, se disent non, c'est pas encore dans les notes. Donc, quand même, quelque part, le consommateur, il entend bien, on entend tous, j'ai mes emplois, mon paysage, ça c'est un peu plus nouveau, cette notion, mon goût, ma santé, et puis derrière, j'ai des notions de consommation éthique, responsable, locale, qui ne concernent pas que le. Voilà. Donc, je vous ai montré, on prend bien en compte le consommateur. Et on est aussi le vecteur, les producteurs, les professionnels, d'un certain nombre de labels, donc là c'est le plus connu, pour aider à se repérer et avoir derrière ce gage de qualité de confiance. Quand le label rouge c'est la pintade de Bresse, on va livrer sur les éléments, en Rhône-Alpes, là où on va essayer de restreindre le champ. Du point de vue des professionnels, aujourd'hui, ce vent de proximité, il est très intéressant, mais très porteur, parce qu'on braque les projecteurs sur eux. Ou sur certains d'entre eux, ça dépend qui braque le projecteur. Donc aujourd'hui, il faut éviter l'exclusion de certains acteurs de cette chaîne pour ne pas réduire la proximité à simplement certains intermédiaires. On a vu ça. Ça peut être effectivement un producteur, des fois il faut un transformateur, un boucher, un abattoir, il faut aussi un restaurateur, et on a coutume un petit peu maintenant d'éliminer ce terme d'intermédiaire qui fait un peu celui qui regarde passer, qui fait rien, qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Même un commerçant, pour lui, celui
ou un commerce de détail, on a beaucoup de zones rurales où on essaye de trouver le dernier bistrot, le dernier commerce de détail. Donc, on a besoin de tous ces éléments qui composent la proximité. Il y a des risques aussi tout bêtes, économiques, des risques de distorsion de concurrence. Pour faire jaillir une initiative de bonne foi, on va dire, on risque du coup d'éviter les réglementations, de donner gratuitement des locaux alors qu'il y a un mal qui est fait. C'est juste des histoires évoquées, des petites situations explosives qui peuvent semer la zizanie dans des villages. Et puis surtout, plein de dispositifs qui existent. Alors, un département, c'est grand, mais alors la région encore plus. Il y a des façons de considérer le département avec des communes, des hameaux, des communautés de communes, des CDDRA, en fait, des communes, et ou des massifs montagneux, on parle des Alpes. Enfin, tout ça, ce sont des dispositifs qui peuvent dire, bah, tiens, moi je veux me mettre ensemble. Et du coup, chacun, des fois, peut réinventer. En méthode scientifique, il faut faire une bibliographie, il ne faut pas demander des bibliographies, mais si les initiatives sont un petit peu plus mises en avant, précisées, en tout cas les professionnels auront plus de facilité à s'ancrer dans un dispositif. C'est la demande qui est ressortie là-dessus. Donc concrètement, on est un peu orienté, hein, je vous disais, on a un comité de promotion de produits et de producteurs avec des gens qui représentent plutôt l'aspect professionnel. Disent ok, nous on est d'accord, il faut qu'on rende visible pour le consommateur cet élément, mais aussi les modèles et les bonnes idées qu'on a vues. Je ne développerai pas, mais il y a des idées comme des études, des dispositifs pilotes comme vous allez avoir en présentation, qui font qu'on puisse les faire connaître à d'autres et qu'après chacun choisit. Mais ne réinvente pas, surtout, quand c'est un défaut de crime en innovation, c'est réinventer quelque chose. Et il y a un petit peu cette cohérence territoriale, c'est-à-dire que des gens qui naturellement vont avoir des liens, vont avoir un super projet, puis qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer une population, on va dire que des équipes de sport foot n'ont pas imaginé qu'elles pouvaient se rapprocher d'un réseau de musiciens. Donc ça, c'est pour ça de par personne dans les réseaux. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire, voilà, il y a des gens qui ont fait jaillir une super idée, mais n'oublions pas d'en parler à d'autres réseaux qui ont des enjeux communs. Et puis, là, on est pragmatique, c'est qu'après toutes ces idées, il faut les faire fonctionner. Et quand on va parler d'alimentation, on va avoir de l'approvisionnement, de la logistique, transport, mais aussi mise en relation. Donc après, tout ce qu'il y a avec, et là, le professionnel se dit, ok, on vient de dépenser, c'est bien beau, mais le camion, il arrive où est-ce que je livre et comment je l'ai dans mon assiette. Alors, il y aura plein de choses. Et l'idée, c'est un petit peu d'attirer l'attention de tous sur ces éléments et de recenser, de les synthétiser dans beau schéma, de le recenser et de pouvoir le rendre accessible et de voir ce qu'on peut mutualiser. Vous retrouvez le consommateur avec la notion de proximité. Ici, on va lui dire, voilà, vos produits, c'est ça. On va répertorier des produits, une initiative de marques de territoire, de marques de grands groupes, il ne faut pas les oublier, parce qu'ils ont quand même une puissance de communication et de commercialisation, en début, qui n'est pas négligeable. Donc si on s'amuse à dire, nous, la proximité, c'est réservé à tel territoire, quand il y a, je ne sais pas, un monsieur Carrefour qui va arriver avec Saveurs d'ici, je ne sais pas le terme, on va communiquer sur Saveurs de France, on n'aura peut-être pas le même impact, ni le même spot publicitaire. Par contre, tous ces éléments, il y a des gens qui les portent, il y a des associations, il y a des initiatives, il y a des labels de qualité, on peut dire qu'on a un socle commun de valeurs. Et de dire, ok, nous en Rhône-Alpes, produits de Rhône-Alpes, quand on s'inscrit dans un de ces éléments, on remplit bien ces valeurs et on rend visible ça. Donc celui qui fera juste du marketing, il ne sera pas visible ici. Par contre, ceux qui ont travaillé sur le fond, ils seront. Alors il y a des choses aussi que les uns et les autres servent de locomotive pour les plus modestes, pour que chacun puisse bénéficier de cet effet de mutualisation. Et du coup, là, on a tout, ça fait partie. Le consommateur, il peut directement voir ce qu'il va derrière. Après, à chacun de gérer. Là, on est plus en... Et puis, ce que je vous disais, c'est la mise en relation avec, on va dire, les professionnels.
Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais on a des agriculteurs en termes de vente directe ou pas, des commerçants qui sont soit des détaillants, soit sur le marché, des sédentaires, direct ou indirect, des artisans en métier de bouche, donc boulanger, boucher, mais aussi charcutiers, traiteurs, des restaurateurs. On a des initiatives de maîtres restaurateurs avec des engagements de travailler le produit du terroir, travailler avec les produits faits. Tout ça doit être aussi mis en avant parce que partage des valeurs. On a tout ce qu'on disait, restauration collective, alors publique, on peut le dire. On a les transformateurs, nous n'oublions pas ces industriels. On a aussi intérêt à ce qu'ils transforment les produits. Aujourd'hui, à Maison, on a le plus grand nombre de brasseries en France. Installées, on a à peu près, on a compté 90 brasseurs, des microbrasseries, en Rhône-Alpes, des richesses. Donc c'est des brasseurs Rhône-Alpes. On a fait une enquête avec eux, en collaboration avec une association en disant, et ces brasseurs de Rhône-Alpes, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? C'est que le produit de la bière de Rhône-Alpes, qu'est-ce que c'est? On en connaît certains, moi je l'ai dit. Peut-être pas pour les bières, mais pour la chaîne, mais il y a des tout petits. Et là, il y a une idée qui vient en disant, on a un produit de Rhône-Alpes, pas d'orge, pas de malt de Rhône-Alpes. Pas de niveau, on va l'acheter à l'extérieur. On tourne vers les agriculteurs en disant, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas produire de l'orge? Voilà. Et là, on est dans un cercle, on va dire, vertueux. C'est-à-dire qu'une initiative de transformateur vient nourrir le développement agricole. Et puis la grande distribution qui est un acteur. Donc, soit on l'ignore, soit on l'intègre. Soit on lui donne aussi les moyens de pouvoir avoir des vrais produits locaux et du coup, cette logistique. Alors il existe plein d'initiatives ou des plateformes de mise en relation qui sont en émergence et qui sont coûteuses. L'idée, c'est aussi d'essayer de coordonner, de voir ensemble ce qu'on peut faire et surtout, comme on verra sur la restauration collective, communiquer autour de ça, emmener les autres et leur dire c'est possible parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites. Après, il faut les améliorer. Pour les améliorer, il faut être ensemble. Parce qu'individuellement, en tout cas, si on demande de l'argent public, c'est le comité de promotion régional. Après, il y a des initiatives privées, il y a un investissement, mais si les différentes initiatives reçoivent de l'argent public, c'est du collectif, donc il faut l'optimiser. Donc nous, ce qu'on a proposé avec une professionnelle, c'est de dire, on est déjà porteur des produits. Comme je disais, on n'a pas de plaquette institutionnelle, l'important c'est que vous voyez les produits. Donc c'est de les rendre visibles, de développer autour d'un site qui existe, mais de mettre des pages un peu de proximité, donc après c'est ensemble, de donner et d'écouter les porteurs d'identifiants de ces produits et de ces qualités, comment on les met en avant et qu'ils en profitent. Après, ça n'empêche pas de vivre leur vie. Le côté facile, on voit qu'on a demandé beaucoup au travers d'action, c'est de faciliter et coordonner l'identification de la disponibilité des dispositifs existants. C'est-à-dire qu'on n'a pas présenté, mais on est un petit peu le point de rencontre et de mise en valeur. Voilà un petit peu. Donc concrètement, aujourd'hui, on est en train d'organiser, on va décliner ça sur un site web qui existe, mais avec d'autres fonctionnalités. Dans le cadre du cluster Alura, on a imaginé un appel à projet, donc ça c'est sous réserve d'occupation en 2014, donc à partir de produits de Rhône-Alpes, de produits du patrimoine vivant de Rhône-Alpes, des initiatives ayant n'importe quel corps de métier jaillissent pour un marché, pour une distribution, une marque, donc on de Rhône-Alpes. Et mettre en valeur les outils logistiques existants, donc la présentation des suivants. Derrière, on a déjà réfléchi, on a l'achat local, on sait déjà qu'il y a des outils hors de là. Voilà un petit peu le bref aperçu des motivations que j'ai développées. Merci de c'est un peu plus tard. On va passer la parole au Conseil général militaire.
Donc, je vais faire voilà, un retour d'expérience sur la politique du Conseil général de l'Isère et son action pour structurer les circuits courts, notamment à travers l'opération Béton l'Isère dans nos assiettes, des plaquettes de présentation de cette politique-là. Alors, donc c'est un retour d'expérience, c'est pas le modèle, mais c'est un modèle voilà, qui a été développé par le Conseil général de l'Isère. Dans cette politique alimentaire en faveur des circuits courts qui a été mise en place par le département, au départ, dès 2001, les élus du Conseil général ont souhaité introduire des produits issus de l'agriculture biologique dans l'alimentation des collégiens, dans les cantines des collèges, avec une entrée pour améliorer la qualité nutritionnelle de cette alimentation. Très rapidement, avec la introduction, on s'est posé la question de dire mais c'est du bio en termes d'environnement, de développement durable, en fait, c'est des produits qui ont parfois fait la France et l'Internet avant d'arriver dans l'assiette de nos collégiens. Donc ça perd des conséquences en termes environnementaux et puis surtout on est confronté à la faiblesse de la production bio en France qui fait qu'on a des difficultés à trouver des produits. Donc cette politique, elle a évolué, y compris parce qu'à l'Isère, le Conseil général était confronté à des agriculteurs, à des exploitations agricoles qui sont dans une situation économique fragile. Donc le Conseil général a fait évoluer cette politique avec une part de volonté d'augmenter la valeur ajoutée pour les agriculteurs isérois dans leur revenu, qui leur permettre d'avoir des niveaux de débouchés économiques en achetant cette produits agricole de l'Isère pour la restauration des collégiens. Et donc, on troisième volet de cette politique, en développant des circuits courts pour développer l'accès des circuits isérois de qualité à l'ensemble des consommateurs pour développer cette politique d'alimentation sur une diversité de qualité. Donc, on a les différents enjeux, donc on a l'enjeu de l'agriculture, un enjeu économique, donc pour faire relocaliser l'économie et mieux asseoir le revenu des agriculteurs, soutenir l'agriculture locale, notamment la filière bio à l'Isère, donc en termes d'aménagement du territoire, et pour donc contribuer à cette politique, donc l'éducation de la santé publique pour les collégiens, pour les jeunes, et notamment aussi l'ensemble des populations fragiles et favorisées, qui seront aussi les compétences du département à travers l'aide à l'autonomie et les aides à l'insertion. Donc on retrouve là tous ces trois aspects, l'économie, agriculture, aménagement du territoire et environnement santé, on voit les trois piliers d'une politique de développement durable de la politique. Donc pour ce faire, le département a mis en place son action et sa politique à travers deux grands axes. Le premier, développer et structurer l'offre en produits locaux, organiser la logistique de distribution. Et le deuxième axe, donc favoriser la consommation locale des produits de proximité à travers des actions concrètes. Sur le premier axe, donc, la première des choses, c'est l'approche classique, c'est-à-dire connaître la consommation, le potentiel de consommation et les pratiques d'achat, quantifier et qualifier la demande à l'Isère, des consommateurs isérois, des ménages isérois. Et donc pour ça, le Conseil général a présenté une étude auprès du PRESA, qui s'était associé à l'Institut de sondage pour faire une enquête auprès des ménages, de 1000 ménages représentatifs de la population iséroise, pour connaître les consommations d'achat, mieux connaître aussi la demande de la restauration collective, notamment voilà, pour structurer cette politique d'achat public en restauration collective. Le deuxième volet, donc connaître l'offre, connaître la consommation, mais donc pour connaître l'offre existante et potentielle pour savoir prédicter les potentiels agricoles à l'Isère. Donc ça, c'est la chambre d'agriculture. Florence Reiner, qui présentera cet aspect-là tout à l'heure. Il y a des actions du Conseil général, donc favoriser les productions agricoles de qualité à travers notamment des soutiens comme nous amateurs de Grenoble, de la Ligue, pour le projet porté par la communauté d'Hermé du Loire-Rhône, pour pouvoir permettre aux gens de mieux accéder à cette qualité. Renforcer les tissus économiques locales de transformation. Ça, c'est des actions que le département mène en collaboration avec les chambres consulaires
ce soir, on va plus s'attacher là sur la quantification et la qualification de la demande des consommateurs, comme ça a été évoqué précédemment. Donc, cette étude de PESA, qui était menée en 2010-2011 auprès des consommateurs isérois, elle a fait ressortir, pour vous donner quelques chiffres, donc un marché alimentaire isérois, tout produit confondu, pas uniquement le fruit, tout produit alimentaire confondu, donc le marché alimentaire isérois peut être estimé à 2,5 milliards environ. Donc, l'étude de ménage justement, qui a été faite auprès de sondage qui a été fait auprès des ménages isérois, a fait ressortir que 72% des ménages isérois déclarent acheter des produits locaux aujourd'hui. Donc ça a permis d'estimer le marché isérois en produits locaux de proximité à 455 millions d'euros. On s'est arrêté sur l'estimation basse de cette fourchette, puisque vous voyez l'ensemble des résultats de l'étude. On s'est arrêté sur la fourchette basse parce que quand on demandait aux gens qu'est-ce que vous consommez des produits locaux et des produits publics, quand on leur demandait qu'est-ce que vous consommez comme produits locaux, c'était à preuve, par exemple, de la baguette de pain, chez les Italiens, sans s'assurer que le pain n'était pas local, ou citer la viande achetée ou alors bouchée tout à l'heure, comme de la rue, sans s'assurer que la viande était une viande issue de l'élevage isérois. Donc on voit que cette notion de proximité est fluctuante, donc on est resté sur la fourchette basse. Donc ce qui ressort essentiellement, vous l'avez là aussi, donc trois principales familles de produits concernés, fruits et légumes, produits laitiers et produits carnés. Et on sortait de cette étude aussi des pratiques d'achat assez diversifiées justement selon les types de produits. Fruits et légumes qui étaient achetés sur les marchés de proximité, produits laitiers essentiellement en des moyennes surfaces, les produits carnés chez les marchands, c'était chez les détaillants, mais globalement, les consommateurs ont plus tendance à acheter leurs produits alimentaires dans les grandes et moyennes surfaces. Pour continuer à vous planter un peu le décor, ce qui est ressorti sur les pratiques d'achat de dépenses alimentaires, donc bien sûr, tout produit confondu. Le foyer, nombre de personnes, plus est important, plus les dépenses alimentaires par famille sont importantes, avec des chiffres par semaine, et plus les catégories socio-professionnelles sous-traitées, plus les dépenses alimentaires, globalement, sont importantes. Par là, on voit qu'on a des variations là, selon les différentes familles. Par contre, quand on s'attache plus à la consommation des produits locaux et aux dépenses consacrées à l'achat des produits locaux, on voit que là, les histogrammes s'écrasent et que, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, notamment pour les personnes sans activité ou les étudiants, comme les faibles revenus, et globalement, la moyenne de dépenses consacrées à l'achat des produits locaux est la même, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, avec le troisième d'autres chiffres, donc il en ressortait bien l'attachement des consommateurs à l'achat de produits alimentaires issus de l'agriculture locale. Voilà. 50% des ménages déclaraient acheter des produits locaux et pouvoir maintenir leurs dépenses alimentaires. 26% souhaitaient déclarer même pouvoir augmenter ces dépenses. Ça traduisait bien l'attachement des consommateurs à l'achat de produits locaux. Par contre, ce qui ressortait assez rapidement, c'était voilà, la difficulté d'accéder à ces produits locaux, de pouvoir les reconnaître et savoir comment identifier les produits qui veulent être et les trouver. Et, voilà, et permettre effectivement justement de comment pouvoir derrière aussi à travers ça permettre l'accessibilité de ces produits dans les lieux de consommation, sur les lieux d'achat, dans les moyennes surfaces ou commerce détaillé. Une étude géographique faisait ressortir aussi, donc vous avez là la représentation de l'Isère, donc en zone les plus foncées, les zones urbaines, à forte concentration de population, et on voit les zones donc vertes, donc les zones vertes et les zones rurales, plus de population des faibles, et puis après les zones périurbaines et les zones intermédiaires. Donc on voit que la répartition de population varie et l'accessibilité aux produits locaux varie également. Dans les zones donc, urbaines, on a un plus fort potentiel d'achat qui est ressorti, donc on avait effectivement un plus grand nombre de grandes et moyennes surfaces, mais par contre
structures qui sont des zones de production de poubelles. Il n'y a pas une par contre en zone globale. On a sur les zones de production, là on a par contre le nombre de grandes et moyennes surfaces. Donc on voit qu'on a cette distorsion entre d'une part les zones de production, d'autre part les zones de consommation et des questions d'accessibilité assez étendues à travers les zones d'achat. Se poser aussi la question qu'il y a sur les bandes de flèches qui sont dessinées, aussi des populations qui sont mobiles, qui travaillent sur une zone urbaine, par exemple, résident à la campagne, mais se déplacent sur très plusieurs mobiles. Et donc, voilà, répondez, nous dire, voilà, on n'a pas le temps de faire de cours par ni à la campagne. Il faut, voilà, c'est la question de savoir comment permettre à ces populations-là de pouvoir accéder aux produits. Il ressortait ensuite de l'étude, sur cette question-là, lorsqu'on interrogeait voilà, les consommateurs sur l'attrait, leur attrait pour les produits locaux, il ressortait voilà, une question donc, pour eux, le produit local, il était identifié surtout à travers son circuit de distribution. Donc, si on sait que c'est un produit fourni, s'il est directement vendu par le producteur, c'était les trois premiers critères qui ressortaient en bas plus de 80%. C'est plus le mode de distribution, pouvoir connaître le producteur, savoir d'où le produit vient, c'est un critère qui joue pour le consommateur, qui a une importance pour le consommateur, beaucoup plus que les signes d'identification qui sont savoir si ce produit a une marque, un label, y compris avec une marque locale, c'est la même chose du produit. Donc ça pose la question de savoir justement sur l'identification de la promotion des produits, sur qu'est-ce qu'on met en avant, plutôt le circuit de distribution, c'est comme produit fermier, issu d'un producteur que je connais, avec un circuit de distribution local, ou alors on valorise le produit à lui-même et son origine géographique ou la façon dont il a été produit. À partir voilà, de cette étude qui permettait voilà, de caractériser les pratiques alimentaires et mieux connaître les zones de consommation, les questions d'accessibilité à des produits, donc le Conseil général après a fait un focus sur la restauration scolaire. Donc, on va travailler justement aussi sur la politique à la charge et la restauration dans les collèges. Donc il ressortait justement la restauration scolaire avec la misère à 760 établissements qui assuraient une restauration collective. Le marché pouvait représenter 37 à 40 millions d'euros par an d'achat de denrées alimentaires. Donc la restauration collective apparaissait vraiment comme un levier pour structurer ces circuits et organiser un marché pour les producteurs de l'Isère. Donc, sur ces constats-là, le Conseil général de l'Isère, en 2012, a créé 5 mutuelles de collège qui regroupaient au total 45 établissements satellites rattachés sur ces mutualisés qui étaient les cuisines de production des repas pour les collégiens. Et donc, le Conseil général, à partir de ces 5 mutualisés, a donc créé des marchés publics pour pouvoir acheter des denrées alimentaires pour ces publics. Notamment, donc, le Conseil général a souhaité créer des marchés publics pour acheter des produits locaux, des produits de l'agriculture iséroise, notamment des fruits, légumes, produits laitiers et quelques produits carnés. Et là, donc, le Conseil général s'est heurté à la code des marchés publics qui interdit de poser le critère de localisme directement. Donc, vous pouvez acheter des produits isérois. Les marchés publics doivent privilégier, conserver la libre concurrence entre les différents candidats. Donc, voilà, tout en respectant ce code des marchés publics, la question c'était de comment rendre la commande publique accessible aux plateformes de proximité, donc aux producteurs locaux qui étaient organisés pour pouvoir répondre à la demande de la restauration collective. Donc pour ça, notamment, le Conseil général donc a bâti ces appels d'offres en s'appuyant sur le code des marchés publics, notamment en adaptant de l'eau, comme on reviendra davantage tout à l'heure sur la question justement de l'allotissement technique par famille de produits, en fonction justement des produits que l'on connaissait à l'hiver, notamment à partir de la Chambre d'agriculture, et de l'eau géographique. Et concrètement, par exemple, on savait qu'à l'Isère se produit très peu d'endives,
dans la liste des produits que l'on demandait dans le marché public, on n'a pas mis en ligne. Parce qu'on savait qu'on était dans le but, si on demandait dans notre local, nos producteurs locaux, notamment nos producteurs, nos plus grands producteurs locaux, ne pourraient pas répondre dans le marché. Donc on a bien adapté nos marché à la connaissance de l'offre locale et géographiquement aussi. Donc on a veillé à ce que les groupements de producteurs bien répondent aux zones géographiques pour lesquelles on peut accéder au marché. Voilà, après on s'appuie sur notre faisceau de critères, notamment les critères environnementaux, de préservation environnementale, la performance environnementale et aussi la gouvernance, la façon dont les groupements de producteurs étaient organisés. Et donc, si c'était bien sûr, qui, par exemple, définissait les prix auxquels on achetait les produits. Donc, bien préserver cette notion de valeur ajoutée pour les producteurs. Donc, à l'issue de ces marchés, justement, on a pu retenir deux groupements de producteurs récoltés, comme notamment le producteur qui intervient sur le nord d'Isère et Manger Bio, le groupement de producteurs bio qui intervient sur l'ensemble du département. Laurence interviendra et présenter plus en détail tout à l'heure. Voilà, à partir de cette expérience menée dans les collèges du département, qui a permis donc, voilà, de pouvoir sélectionner des producteurs locaux pour répondre à certains de nos productions, tous les légumes de saison, les fruits bio, les légumes bio et les laitiers bio. Le Conseil général, voilà, maintenant, cherche à étendre cette politique auprès d'autres publics et en partenariat avec des collectivités pour les crèches, les écoles, les universités. On travaille aussi justement avec le CROUS de Grenoble. Les personnes âgées, personnes handicapées aussi, comme pour les établissements d'accueil de personnes dépendantes. La restauration privée, donc c'est aussi on travaille avec la Chambre des métiers de l'artisanat et aussi donc obtenir des politiques défavorisées à travers toutes les expériences qui sont similaires aujourd'hui pour porter cette politique alimentaire auprès des publics les plus fragiles et les plus et permettre aussi donc à ces dépendants de pouvoir accéder aussi à des produits frais et de qualité de saison, de proximité. Donc, des produits de la marque alimentaire, des produits secs, pas de concept. Voilà. Donc, ça, c'était pour faire un rapide retour d'expérience sur notre politique. Après, je terminerai juste sur cette question que l'on a, puisqu'on a mis justement un groupe technique départemental Scientifique à travers différents partenaires. Partenaires aussi, les partenaires du TAP, et puis aussi les partenaires naturels et régionaux du charbon aussi. Et la question, c'est comment mailler les territoires entre eux et surtout pour structurer ces circuits courts qu'on appelle à tout un tas d'intermédiaires, qui a été évoqué aussi précédemment, donc les chambres consulaires, les acteurs de territoire, les plateformes de distribution, les transporteurs, consommateurs, acheteurs privés, les cuisiniers, des politiques qui sont formés sur la pratique de l'utilisation de ces produits locaux, pour les cliniques avec utiliser des produits surgelés, les convives, il faut aussi sensibiliser à la consommation de locaux, de produits. Donc on voit que cette structuration des circuits courts fait appel à tout un tas d'intermédiaires et ça pose la question ça va interroger sur la notion de circuit court, on définit comme une relation directe entre le producteur et le consommateur, une relation avec un intermédiaire au maximum. Et on voit qu'en fait, il y a tout un tas d'acteurs qui interviennent pour pouvoir structurer ces circuits courts. Et donc aujourd'hui, ça pose la question de circuit court multi-acteurs et peut-être une redéfinition, une nouvelle façon d'approcher cette notion de circuit de proximité, de circuit court, de relation entre les producteurs et les consommateurs pour accéder à des Je vais passer la parole maintenant à la Chambre d'agriculture de l'Isère pour apporter le point de vue par rapport aux producteurs. Bonsoir, je suis Florence Tanner, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Isère. Je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Isère, je suis basée à Lyon et je travaille sur tout ce qui est le développement des filières de proximité.
tout le circuit court, enfin, voilà, il y a beaucoup de noms, on va y revenir. Et voilà. Je vais expliquer un petit peu. Du coup, juste, je vais commencer déjà par vous dépeindre un petit peu le panorama agricole, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît forcément. Donc, en Isère, on est un département très riche, autant par la quantité que par la diversité des produits, qui est assez rare en fait. Bon, en Rhône-Alpes, on a cette particularité globalement gérée sur tous les départements, mais en Isère, bah, vous voyez, bon, après ça ne dit pas c'est une grand-chose de 34 000 tonnes de légumes, mais bon, toutes les productions sont vraiment représentées. Je dirais que c'est peut-être en volaille qu'on a le moins, même s'il y a quelques producteurs qui font de la volaille fermière. Le nombre d'exploitations, 6 000 exploitations à peu près en Isère, 4 500 professionnels, donc ça veut dire 4 500 qui vivent principalement de tout ça. Voilà, je vous ai remis un petit peu la proportion. Vous voyez, en gros, les moyennes et les petites exploitations, c'est ce qui représente la majorité des exploitations. On y reviendra aussi après, parce que c'est assez important dans cette notion justement de circuit court et de valeur ajoutée. 2% de la population active, 1% de la création de la valeur ajoutée. Voilà, je vous mets quelques références pour vous présenter un peu l'agriculture. Et 70% de taux de renouvellement, ça c'est une grande problématique en agriculture en général. Et en Isère, je ne dirais pas en particulier, c'est à peu près la moyenne française. Hein. Bien qu'il y ait un potentiel de consommation important, on peut se dire que ça vaut plus le coup de s'installer ici parce qu'il y a de quoi vendre. Et malgré tout, c'est quand même une problématique, notamment pour les problématiques foncières, mais bon, aussi parce que le métier d'agriculteur présente certaines contraintes, certaines difficultés sur lesquelles on va revenir. Voilà, il y a 106 installations, par exemple, qui ont été faites en 2012, c'est-à-dire 106 jeunes qui ont soit repris l'exploitation, soit qui se sont installés sur des nouvelles terres, sur le département de la Isère. Bon, je vous ai remis aussi un petit peu voilà, pour vous présenter la carte de l'Isère. En gros, les filières principales, les viandes, céréales et fruits. Donc, vous voyez tout ce qui est en jaune au-dessus, c'est céréales. Sur les fruits, on ne voit pas forcément en jaune, mais c'est essentiellement la vallée du Rhône, donc au nord du département. Et puis toutes les taches oranges, la Passivon de Grenoble, c'est surtout pour la noix. Une production importante en Isère. Après, tout ce qui est en vert clair et vert foncé, ça, on ne voit pas forcément très bien, mais c'est tous les élevages, donc soit en lait, soit en viande, soit en combiné, qui représentent vraiment des filières importantes en Isère. Voilà, donc, un territoire équilibré parce qu'il y a à la fois des forêts, à la fois quand même des bassins de consommation importants, des zones de montagne, des zones de plaine. Voilà, 35% de la surface du département est agricole. C'est quand même assez important. Bien qu'il y ait une perte de 600 à 800 hectares par an, essentiellement due à la pression foncière. Et ce qui, quelque part, a un lien avec les circuits courts, mais on y reviendra parce que forcément, on est face à des exploitations plus petites, donc ils doivent chercher à bien valoriser leur production. La taille moyenne d'une exploitation en Isère, c'est 38 hectares. La moitié, c'est autour de 10 hectares. Vous voyez, c'est vraiment petit par rapport à d'autres départements. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres régions en France. C'est quand même vraiment petit par rapport notamment aux exploitations céréalières au nord de la France. Voilà, donc sur les productions agricoles, ça je vous ai remis aussi un petit peu quelques chiffres. Vous voyez par exemple sur les fruits, en gros on pourrait subvenir aux besoins de tout le département de l'Isère, qui est un département très élevé. Par exemple en légumes, pas du tout. Pour donner un ordre d'idée. Sur la viande, on pourrait couvrir la moitié des besoins du département, sachant que pourtant 90% de la viande produite ici sort du département et n'est pas consommée sur le département. Donc, les appellations principales, vous les connaissez certainement, mais je les redis, je vais un peu publicité. La noix de Grenoble, donc le bleu de l'accord Sassenage, fromage Saint-Marcelin, Curiosité. Et dans les vins, peut-être que vous les connaissez moins, mais les vins blancs d'Isère, qui sont les panneaux fromages, dans les coteaux du Brésil et du monde, il y a des cépages rares qui sont en train d'être remis en place. Qui présentent quand même un potentiel. Alors pour l'instant, c'est rien, je crois que sur tout le département, il y a 600 hectares en vin, mais ça représente un potentiel de développement d'une filière qui paraît assez intéressant. 5% de la production en bio, donc c'est un peu moins que la Drôme, mais voilà, c'est, on va dire, à peu près comme l'ensemble du département de la région de la. Donc on arrive directement au titre d'aujourd'hui.
au revenu agricole. Et voilà, c'est une dimension qui est vraiment importante en agriculture. Et nous, dans ce travail qu'on fait sur le soutien des filières d'activité, c'est vraiment fondamental. Je vous ai remis aussi quelques chiffres. Voilà, le revenu brut annuel moyen en France. Donc ça, c'est donc, je vous l'ai mis par type de culture. Donc, vous voyez, sans surprise, les grandes cultures qui s'envolent voilà, sur le revenu. Et puis, donc, les autres qui, globalement, sont quand même plutôt en dessous du revenu moyen en France, ou voilà, sur la moyenne. Mais bon, il reste quand même pas forcément très élevé. En Isère, c'est 18 000 € net par an pour un agriculteur. Voilà, avec 70 heures de travail par semaine. C'est pas forcément. Disons qu'on ne s'installe pas forcément pour ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel on cherche à travailler. Et je vous ai remis aussi l'investissement, parce que c'est important, on ne s'en rend pas forcément compte, mais selon le type d'exploitation, l'investissement peut être énorme. Je vous ai mis en moyenne 300 000 €, c'est hyper variable, ça peut aller de 40 000 € sur des petites exploitations en maraîchage, voilà, plus d'investissement, et sur des exploitations laitières, voilà, ça peut aller jusqu'à 500 000 €. Donc quand on démarre avec ça, c'est sûr qu'il faut connaître un petit peu moins derrière et avoir un prix rémunérateur si on veut s'en sortir. Donc forcément, c'est directement lié au revenu agricole. Donc, notre objectif, améliorer le revenu agricole en captant de la valeur ajoutée, je dirais que tout l'accompagnement qui peut être fait à la production agricole est lié à cet objectif. Enfin, on va tous faire ça. Après, il y a différents corps de métiers qui travaillent autour de ça. Donc, je vous ai un petit peu schématisé. Enfin, l'exploitation agricole, c'est une entreprise. Et en gros, pour augmenter le revenu, il y a 36 solutions. Soit on diminue les charges, soit on augmente les produits. L'idéal, c'est de faire les deux à la fois. Voilà, pour diminuer les charges, maîtrise des coûts de production, choix des intrants, choix des variétés, on essaie d'optimiser sa production. Et pour maximiser ses produits, ben justement, ça passe par le choix des circuits de commercialisation qui sont justement assez nombreux en Isère. C'est pas forcément un circuit, ça peut être un cocktail de circuits qui correspond à une exploitation, c'est un peu ce qu'on appelle l'avènement. Donc, je vous ai schématisé, ça paraît très compliqué comme ça, mais bon, c'est assez répétitif, vous allez voir. Les différents grands circuits qu'on peut trouver en fait en agriculture. Donc, tout en haut, vous voyez ce qu'on appelle les filières longues, qui sont des exploitations de taille assez importante, qui ont des volumes assez importants, des circuits logistiques optimisés, mais souvent qui ont des prix, qui valorisent assez peu leur production. Donc c'est pour ça, eux, ils s'occupent en tout cas que de la production, c'est pour ça que je vous ai dit que je captais la valeur ajoutée que par la production. La transformation, la distribution et la vente est faite par d'autres. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils valorisent moins bien la production. Certains s'en sortent bien comme ça parce qu'ils ont très gros volume et que ça va trop bien. Donc voilà, c'est par exemple la filière fruits dans la vallée de Rhône est beaucoup organisée sur ce modèle-là. Les céréales, on n'en parle pas. Le deuxième type, c'est le circuit qu'on appelle fermier. Je dirais que ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus, c'est quand même assez récent, même si ça fait longtemps. Mais là, c'est des agriculteurs qui ont décidé finalement de reprendre en main la commercialisation de leurs produits. Et donc, c'est pour ça qu'ils captent complètement la valeur ajoutée, mais ils s'occupent de production, transformation, distribution, vente. C'est assez chronophage, même si on fait des volumes beaucoup plus petits. Ils passent quand même beaucoup de temps à l'avance. Et après, il faut aussi regarder le temps passé, combien on gagne au final. Tout ça, ça s'analyse, mais parfois ça fait un petit peu peur, quoi. Souvent, ils ont des produits différenciés, et puis des produits transformés, assez innovants, je dirais. Donc, en Rhône-Alpes, il y en a beaucoup. En Isère, comme en Rhône-Alpes, il y en a pas mal. Mais ça ne correspond pas forcément à toutes les exploitations non plus, parce qu'ils ont des petits volumes. Et donc, on a un peu un troisième circuit, qu'on appelle la troisième voie. C'est une voie qui est un peu entre les deux. Et ça correspond donc à des agriculteurs qui ont des volumes moyens, en fait, qui sont vraiment entre les deux et qui ont du mal à tirer leur épingle du jeu. C'est d'ailleurs pour ça que les revenus en Isère sont assez bas, parce qu'il y a beaucoup d'exploitations moyennes et qui ont du mal à se positionner finalement. Et donc, on a l'impression, et c'est un peu sur ça qu'on essaie de travailler dans cette fameuse filière de proximité, alimentaire de proximité, c'est qu'on peut se positionner un peu entre les deux, où les agriculteurs, à la fois, travaillent en partenariat, on va dire, sur toute la filière,
avec d'autres acteurs qui s'occupent de la transformation, de la distribution, ou alors ils se regroupent par exemple en plateforme, en groupe de producteurs, pour continuer à maîtriser, on va dire, l'aspect de la distribution et de la vente, mais pas seul, c'est-à-dire en cumulant des volumes. Donc je vous donnerai des exemples plus précis après. Mais l'idée, c'est d'arriver voilà, à refaire une relation de confiance, en fait, et puis surtout d'arriver à partager le temps de la valeur ajoutée. Ça se passe dans certaines coopératives, enfin, par exemple, là, où là, voilà, les agriculteurs ne s'occupent que de la production et la problématique, que de la transformation, de la vente et de la distribution, mais il y a un partage équitable de la valeur ajoutée. Donc voilà, c'est ce type de partenariat sur lequel on a l'impression qu'on peut arriver à travailler. Alors, bon, en Isère, c'est comme ça, il y a des départements où c'est montrant. Et nous, on essaie un peu de développer ça. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu, justement, pour illustrer la diapo d'avant, adéquation des systèmes d'exploitation et segments de marché. Là, on a pris cette exploitation en exemple. Donc, vous voyez, là, c'est le coût de revient qui est calculé et le coût de vente moyen. C'est un dessin, vous voyez qu'il y a des exploitations qui vendent à perte. Donc, pourquoi soit parce qu'ils connaissent mal leur production, soit parce qu'ils ont l'impression, finalement, de bien vendre, par exemple, sur les marchés, parce qu'ils ne font pas leurs heures, mais qu'en fait, finalement, ça ne leur apporte pas grand-chose. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs à analyser. Et vraiment, pour que ça marche, en gros, pour arriver à avoir une exploitation rentable, il faut vraiment trouver la bonne exploitation qui correspond au bon segment de marché. Et c'est ça, toute cette, comment dire, cette connexion qui est à faire, qui est finalement pas si facile. Et là, du coup, voilà, c'était issu de la même étude, mais par exemple, sur deux exemples combinatoires, là, c'est vraiment sur la restauration collective, donc c'est un segment de marché particulier. Et là, ça illustre, donc en rouge, c'est les filières longues, les premières dont vous avez parlé. En vert, c'est la troisième voie, donc les filières un peu intermédiaires. Et en violet, les filières courtes. Et le prix de vente de la restauration collective, c'est quand même un segment de marché particulier, parce qu'il n'est pas très rémunérateur. Alors, ça peut quand même en intéresser certains, parce qu'il y a quand même parfois des gros volumes, mais ce n'est pas forcément là qu'on valorise le mieux. On voit très clairement que les filières courtes, sur ce segment de marché, elles ne sont pas intégrées, elles n'arrivent pas à valoriser leurs produits, tout le savoir-faire, tout le temps passé à la transformation, etc. Sur leurs produits, ça ne leur apportera rien. Alors qu'on voit que, par exemple, les filières longues, elles pourraient en termes de prix, mais est-ce qui ne va pas les intéresser? Et donc, concrètement, quelqu'un qui produit 500 tonnes de pommes, qui sait pour aller livrer 200 kg à une cantine, ça ne va pas beaucoup les intéresser. Et donc, du coup, voilà, au milieu, on a un peu ces exploitations qui peuvent passer des volumes sur certains circuits et bien les valoriser sur d'autres et qui sont intermédiaires. Donc, pour vous illustrer la diversité des circuits de commercialisation, je pense que vous en connaissez certains. À gauche, donc, il y a ce qu'on appelle la vente directe. Vraiment, ça va directement du producteur au consommateur. Donc, il y a tout ce qui est magasin à la ferme, marché, magasin collectif, donc le magasin collectif, la vente en ligne, les paniers. Voilà, je pense que c'est ce que vous en connaissez un certain nombre. Et puis, de l'autre côté à droite, c'est des segments de marché qui sont peut-être un peu plus nouveaux, enfin, du moins pour la restauration collective, la GMS, donc grande et moyenne surface, les restaurateurs, et qui sont plus voilà, sur des circuits de proximité parce que les producteurs et les consommateurs n'est pas très loin, mais ce n'est pas forcément direct, ça passe quand même par d'autres intermédiaires, ça passe beaucoup pour accompagner. Donc voilà, un tiers des agriculteurs en Rhône-Alpes commercialisent en circuit court, et enfin en Isère, voilà, ça fait pareil, 27%, un peu moins, mais on commercialise au moins un produit en circuit court. Donc la vente directe, en Isère, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 16 points de vente collectifs, donc répartis sur tout le territoire. Donc, ça représente à peu près 200 producteurs pour qui c'est le débouché principal. Vous avez à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que je suis un peu basse à ma vie, c'est plutôt 15, c'est autour de 10 millions, mais il y a eu d'autres magasins qui ont ouvert, c'est à peu près autour de ça, 15 millions de chiffre d'affaires. Après, je vous ai dit, les paniers, AMAP et d'autres réseaux dans ce genre. Une centaine de producteurs pour qui c'est vraiment le segment, enfin, le circuit principal. La vente directe en marché, à peu près, il y a 120 marchés en Isère, il y en a beaucoup qui ne sont pas tenus par les producteurs, mais par les distributeurs. Il y a à peu près 200 producteurs qui vendent principalement sur les marchés. Et après, la vente à la ferme. Donc, il y a pas mal de réseaux, je vous ai d'adresses, et ensuite et après, sur les fermes verges et d'autres, voilà, qui proposent des produits assez sympas en Isère.
Et là, alors du coup, ça c'est un petit peu décalé, mais sur les filières de proximité, donc sur l'autre partie, on voit que les modes de commercialisation dans circuit court sont encore traditionnels, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt de la vente directe. Et l'organisation est encore assez insuffisante pour la vente, par exemple, en grande de moyenne surface et pour le commerce de détail dans des conditions satisfaisantes, c'est-à-dire à un prix intéressant. En gros, c'est un peu la problématique. Il y a certaines exploitations qui vendent pour des grandes surfaces, mais globalement, perdent vraiment la maîtrise des prix. Et on connaît peu d'exploitations qui arrivent, c'est-à-dire à en vivre de façon satisfaisante dans la durée. Au coup par coup, parfois, ça dure un moment, et puis voilà, il y a toujours un moment où ça devient un peu problématique. Mais c'est aussi pour ça que les relations entre les distributeurs et les producteurs deviennent de plus en plus complexes, parce que les distributeurs reprochent finalement aux producteurs de faire leur métier et de vendre à leur place pour capter la valeur ajoutée. C'est exactement ce qu'ils cherchent à faire d'ailleurs. Mais voilà, ça crée aussi des tensions, on va dire, entre les différents corps de métier. Donc, pour vous donner un petit peu des initiatives locales, on en a parlé tout à l'heure, on a deux plateformes de distribution de produits locaux en Isère. La première, dont j'ai été ici, qui s'occupe essentiellement, seulement de produits bio et locaux, qui a été créée donc, en 2005, qui distribue tout type de produits et qui a un périmètre de distribution voilà, sur toute l'Isère. Ça regroupe à peu près 60 producteurs. Donc, en gros, le principe, voilà, ils sont basés à Grenoble, les producteurs sont basés dans toute l'Isère. L'intérêt de ça, c'est en fait de centraliser les commandes de la restauration collective et que les restaurants, les cantines, n'aient pas à appeler 36 producteurs à se faire livrer par 36 personnes différentes avec toute facture. Donc le principe, c'est de centraliser. Par contre, c'est les producteurs qui décident de tout. Et c'est vraiment leur groupement. Quoi. Donc c'est en ça que c'est un peu particulier, parce que ça ne va pas directement forcément de l'exploitation à la cantine. Ça passe par cet intermédiaire virtuel, mais qui est en fait le groupe de producteurs. Donc c'est une organisation quand même un peu particulière, surtout que eux, en fait, l'essentiel de leur livraison sont faites par les producteurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de transporteur. En gros, la cantine appelle et le producteur sera contacté par l'association. Et selon son circuit de livraison habituel, il ira livrer cette cantine en plus. Donc voilà, c'est un fonctionnement assez particulier. Et puis on a aussi donc récolté, c'est un peu le même principe, sauf que ils font un peu de bio, mais ils sont surtout sur les produits locaux conventionnels. Ça a démarré en 2009, et eux, leur périmètre de distribution, c'est plutôt le nord d'Isère. Et pas jusqu'au bassin de Grenoblois, par exemple, qui nous complique un peu la tâche, évidemment, sur le bassin de Grenoblois. Donc voilà, avec ce type d'outil, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on peut répondre à des volumes variés, enfin, des volumes assez importants, le prix est maîtrisé par les producteurs. Après, ça reste compliqué pour eux quand-même, parce qu'ils sont face à d'autres concurrents type Gonella, etc., qui eux aussi disent qu'ils font du local. Alors, comment ils en font, mais pour eux, quand même, c'est un secteur qui est concurrentiel et c'est pas forcément évident de se positionner. Manger Bio, ça fait un peu 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même un outil qui marche. Les côtés sont plutôt à 250 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est un outil qui n'est pas encore rentable. Concrètement, voilà, donc juste pour vous refaire un peu une carte de l'Isère, donc je vais repositionner les côtés plutôt en Isère, Manger Bio ici ou Manger Bio Isère, et sur tout le département. Et voilà, on a d'autres projets structurants, donc des projets un peu collectifs qui correspondent à cette troisième voie. On a parlé tout à l'heure un petit peu de la légumerie du Pays de Bordeaux. Ce serait un projet qui à terme va plus ou moins 20 agriculteurs, 20 maraîchers. Le but, c'est de faire la 4e gamme, donc tout ce qui est prêt à l'emploi. Et encore une fois, pour redistribuer essentiellement sur le bassin de l'emploi à la restitution collective. On a le pôle viande coopérative, c'est un collectif d'éleveurs chez Chaudiard qui a repris l'abattoir de Grenoble au bord de la fermeture et qui sont sur le point de monter justement une société de commercialisation pour justement pouvoir fournir la restauration collective, mais pas seulement, pourquoi pas les GMS, les bouchers, pour que cette viande, les produits en Isère, reviennent aussi reste aux consommateurs locaux. Donc là, c'est un projet qui regroupe à peu près une centaine d'éleveurs. Et aussi, grâce à ce genre d'outils, on peut gérer l'équilibre matière. Dans la restauration collective, par exemple, comme un certain type de morceaux, pour un éleveur, c'est très compliqué parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire de reste. À travers ces outils collectifs, ça permet de mieux gérer ces aspects-là. Et le dernier projet, voilà, je vous l'ai mentionné, c'est un projet à des terroirs de Vienne, un projet de supermarché de produits locaux, un petit de grand frais, et à gouvernance agricole, de 80 agriculteurs de tout type de produits qui se regroupent pour essayer de vendre ensemble. Donc là, c'est vraiment aller au bout de
et de reproduire quasiment une grande surface, mais agricole. Ça, c'est un projet qui est public en 2014. Donc voilà, avec tous ces projets, c'est bien vu, tous ces projets, il y a peu de trucs qui marchent économiquement. Donc voilà, en gros, nos défis, c'est de trouver une complémentarité entre les prix locaux de différents territoires et développer des partenariats, une cohérence départementale. Puis après, on est avec GESCOP, mais on ne peut pas chacun créer sur son petit territoire, son petit outil. Et voilà, on a un peu besoin les uns des autres, mais si on veut que ça marche, il faut vraiment qu'il y ait favoriser une organisation collective sur les territoires pour les élus et voilà, permettre une rentabilité économique à des groupements d'agriculteurs à travers les volumes de produits identifiés. Et donc, juste pour terminer, l'agriculture, un métier d'avenir, aussi à travers les filières alimentaires de proximité, dans le sens où on ne cherche pas à opposer les circuits. Tout le monde ne l'aura pas sur les filières de proximité, mais ça peut correspondre à certaines exploitations et ça a beaucoup en fait à exploiter ça et essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà, entre autres, pour répondre à la demande sociétale, reconnecter l'agriculture et l'alimentation, permettre à des jeunes de s'installer sur des exploitations très moyennes, durant la région foncière qu'on peut avoir, conforter et développer une activité agricole existante en sécurisant les débouchés. Et voilà, ce qui est assez intéressant sur ces filières alimentaires de proximité, c'est que souvent, ça amène un peu des innovations, soit sur les produits, soit sur des formes d'organisation, qui permettent aux agriculteurs aussi de changer de pratique et de se reposer la question de qu'est-ce que c'est la qualité de mes produits. Les consommateurs veulent des produits de qualité, qu'est-ce que je fais pour que les produits soient de qualité, et après, qu'est-ce que je fais pour bien les vendre aussi. Et valoriser, communiquer sur les produits agricoles. Après, on a beaucoup de questions qui restent encore en suspens, et notamment sur cette définition de la qualité. Est-ce que parce que c'est local, c'est de la qualité? Voilà, et après, je laisse la question ouverte. Sur l'identification des produits, parce que le consommateur peut être un peu perdu, et puis sur l'accessibilité des produits pour tous, notamment parce que voilà, parfois ça peut être une question plus chère, surtout sur les produits transformés. Et voilà, y compris notamment sur la restauration collective, comme on a dit, voilà. Merci. Bien, je pense que maintenant vous avez une vue globale sur la complexité de ce système avec l'ensemble des acteurs, avec justement les aspects durables, à la fois économiques, à la fois sociétal et à la fois environnemental. Effectivement, le laboratoire GESCOP, en partenariat avec le Conseil général, avec l'ITER, a mené plusieurs études. On ne va pas tous les présenter, parce qu'on a au moins 4. On va présenter seulement 2. Donc l'une qui consiste donc à regarder comment est-ce qu'on va mettre en relation les producteurs avec la restauration collective, de quelle façon effectivement à minimiser, je dirais, les coûts logistiques pour que les producteurs puissent bénéficier je dirais, un retour sur les revenus de leur produit. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Maxime Augier, qui est en thèse, c'est une thèse de la région, justement, autour de cette problématique de conception de réseau de distribution. Alors, c'est une étude qui est aussi menée avec le laboratoire Mystique, avec mon collègue Julien Boissy. Merci, bonsoir à tous. Moi, je vais vous présenter le vivant d'axe qui m'a effectué par une conception de réseau logistique. Je reviens justement très rapidement sur le contexte, en gros, expliqué par Florence et Christophe. On part du fait que pour les agriculteurs, on a des revenus et on fait la constatation. D'une part, on développe quand même des producteurs qui sont capables d'avoir des produits diversifiés et de qualité, et de l'autre côté, une demande avec des bassins de consommation importants. Donc l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas mettre en relation cette offre et cette demande. Et donc, pour mettre cette offre et cette demande en relation, on passe sur des circuits courts et de proximité. Donc, les circuits courts, il y a une définition qui est faite par le ministère de l'Agriculture, qui est soit de la vente directe, soit de la vente indirecte, avec un seul intermédiaire. Nous, on relâchera un peu cette
distribution-là, mais on s'attachera surtout à ce qu'il y ait une proximité relationnelle entre les acteurs, leur unité sur tout le monde interne. De l'autre côté, en plus de ça, on s'intéresse au fait que ça soit aussi de proximité, et non avec une niveau géographique, une proximité spatiale entre les acteurs. Le but de la conception de ces types de circuits, ça va être de pouvoir améliorer la captation de valeur au service des producteurs, améliorer leur produit. Sur l'ensemble de ces projets-là, il y a des projets au niveau départemental, de la chambre d'agriculture, centrale, mais aussi au niveau régional. Alors, juste là, je vais vous présenter de manière générale un peu les travaux de laboratoire GESCOP. D'une part, il y a un premier travail que je vais présenter tout après sur la conception des autres services. Si on considère qu'on connaît déjà la demande des clients, la question qui se pose, c'est comment fonctionne le réseau et notamment comment installer des distributeurs logistiques qui vont aider à satisfaire la demande. Et ensuite, l'autre question sur le problème d'investissement complémentaire par la suite, c'est que cette fois-ci, notamment pour des clients qui seraient des restaurations collectives, étant donné un réseau de distribution, comment regrouper les clients entre eux sous forme de lots, et de manière à ce qu'on ait un maximum de fournisseurs, notamment des fournisseurs locaux, qui puissent répondre à ces lots. Donc moi, pour le moment, je vais vous présenter le premier problème sur la conception de réseau de services. Juste très rapidement au niveau du plan, je vais commencer par la manière dont nous avons organisé ce problème. Je vous présenterai une formulation mathématique très rapidement, juste évoquer les méthodes de résolution, et ensuite, par contre, j'aborderai un peu plus longuement l'étude totale en fait, de l'émirat et de la chaîne d'agriculture des herbes sur les produits, les fruits et les. Donc, le problème de conception de réseau de service, on part du constat suivant que si on fait des réseaux en circuit court, notamment où il y aurait des intermédiaires, ben les producteurs, ce n'est pas forcément leur cœur de métier d'assurer la distribution et la vente du produit. Ils peuvent en assurer une partie, mais pas la totalité. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'ils puissent s'appuyer en tout cas sur un réseau de distribution. Et il faut aussi que ce réseau de distribution leur permette d'avoir des prix qui soient compétitifs, notamment par rapport aux circuits longs qui, eux, sont déjà optimisés depuis un certain nombre d'années. Notamment si les clients sont des restaurations collectives, des surface, l'aspect prix est bien important. Et donc, du coup, la question à laquelle on cherche à répondre, c'est comment concevoir le réseau de distribution. Donc, en décidant une stratégie co-calcul, c'est d'une part, parmi un ensemble de plateformes potentielles par lesquelles on peut faire passer les produits, quelles sont les plateformes qu'il faudrait ouvrir. Ensuite, une fois que ces plateformes une fois qu'on a décidé de faire ces plateformes, c'est de dire quels sont les services de transport qu'il faut ouvrir. C'est-à-dire, chacun des producteurs, quelle plateforme, quel client il va livrer. Et ensuite, la troisième question, c'est de manière à satisfaire la demande, quels sont les flux exacts des produits qu'il va falloir mettre sur chacun des services de transport. Donc, on adapte ce problème de conception de réseau au circuit court, en prenant les particularités du problème, notamment la saisonnalité des produits, parce que c'est des produits agricoles, le fait qu'il n'y ait pas de stockage quand on est sur les produits frais. Et donc, sur des circuits courts, donc on a un nombre maximal de transportements par les plateformes qui peuvent réaliser un produit. Donc, je vous présente tout d'abord le réseau logistique. On a un ensemble de producteurs qui sont localisés géographiquement. Chaque producteur sur un ensemble de produits, il a une offre, une capacité maximale d'offre, son prix de vente et la saisonnalité des produits. Là, voilà un exemple de saisonnalité des produits. Donc, le fait qu'il y ait cette saisonnalité, donc, il oblige à considérer finalement un modèle. On va avoir plusieurs périodes, multi-périodes. Alors,
d'une période à l'autre, on n'aura pas la même demande, on n'aura pas non plus la même demande. De l'autre côté, justement, au niveau de la demande, on va considérer un ensemble de clients. Alors, ces clients, ce n'est pas forcément directement le consommateur final. Et ce qu'on a étudié, c'est plutôt les clients qui seraient soit des restaurations collectives ou des grandes et moyennes surfaces. Après, derrière eux, il y a vraiment le consommateur final. Ces clients, ils sont aussi localisés géographiquement, sur l'ensemble des produits, et une certaine localité. Alors après, il y a juste une première remarque qui est aperçue dans la récolté des données au niveau de l'offre et de la demande du Conseil général des ISER, c'est que l'offre et la demande ne correspondent pas forcément exactement, il n'y a pas toujours adéquation. Et en plus de ça, les producteurs ne sont pas forcément capables de satisfaire la demande. Du coup, nous, la façon dont on dit ça la façon dont on modélise, ça va être de dire que si on met des coûts de pénalité si jamais la demande du client n'est pas tout à fait satisfaite. Après, voilà, comme si on payait le fait de ne pas satisfaire entièrement le. Donc maintenant, sur le réseau logistique, afin que les producteurs puissent envoyer leurs produits jusqu'au client, on va avoir aussi un ensemble de plateformes logistiques entre les deux. Du coup, sur ce réseau, le problème, c'est d'abord au niveau stratégique, de dire parmi cet ensemble de plateformes données, lesquelles est-ce qu'on va pouvoir ouvrir, donc lesquelles sont les plus intéressantes à ouvrir de manière à satisfaire la demande. Ça, c'est ce qu'on appelle une littérature, un problème de localisation, et qu'en fait, ce sont des problèmes combinatoires et difficiles à résoudre. Ensuite, une fois, si on considère qu'on a déjà ces plateformes ouvertes, puisque maintenant, notre problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire le transport pour chacune des périodes, comment est-ce qu'on va pouvoir transporter les produits. Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'on laisse certaines libertés, que les producteurs puissent faire soit des livraisons directes jusqu'au client, notamment si c'est pas ce qu'ils veulent. L'autre possibilité, c'est justement d'utiliser les plateformes, qu'un produit passe par une plateforme, ou la troisième possibilité, c'est de dire que le produit peut passer par deux plateformes. Passer par deux plateformes sera le nombre maximal de transbordement qu'on autorisera pour garder l'aspect circuit court des distributeurs. Donc ensuite, sur ce problème, si on regarde par rapport au coût de transport, on va considérer deux types de coûts. Le coût qui est payé par les producteurs pour aller livrer soit directement un client, soit une plateforme. Donc, nous, on a dit que c'était un coût fixe par rapport à la quantité qui est transportée. Actuellement, les producteurs, ils ont des véhicules assez petits. Donc, la quantité qu'ils chargent dans leur véhicule influe peu sur le coût du transport. Par contre, les plateformes qui, elles, ont des camions plus importants et des services de livraison plus réguliers, souvent, c'est plutôt une facturation qui sert par rapport à la quantité transportée. Pour les plateformes, il peut y avoir une part de coût fixe plus ce qu'on appelle des coûts linéaires par rapport à la quantité. Donc, ça va dépendre du nombre de kilos transportés. Et donc, ce problème de transport au niveau tactique, un problème de transport avec des coûts fixes et multi-produits, qui lui aussi est dynamique. Du coup, on a quand même proposé ici une formulation mathématique. C'est pas la peine de lire les équations, mais le but, c'est juste de dire qu'on cherche globalement à minimiser l'ensemble des coûts, qui sont les coûts fixes de transport payés par les producteurs, les coûts de transport payés par les plateformes et ce qu'on appelle les coûts de vente perdus si jamais on ne satisfait pas la demande du. Au niveau des contraintes, on limite le nombre de plateformes à ouvrir. On a les contraintes du flux du produit pour assurer qu'à chaque étape, on ne perde pas de produit. On appelle des contraintes clientes sur l'ouverture de service. Si on ouvre un service de distribution, si on fait passer des produits sur un service, ça va être compliqué. De la même façon, les contraintes clientes pour les plateformes ouvertes. Et donc ici, ce qui est plus original, c'est des contraintes sur les transbordements maximum qu'on peut faire. C'est ces contraintes-là qui permettent d'assurer que dans la solution, on n'aura
pas plus de 2 transbordements pour chacun des produits. Donc, du coup, ce modèle, on a fait des résolutions d'abord avec une méthode, une approche très traditionnelle, et un algorithme de résolution de fait. Donc, on s'est rendu compte sur les instances de grande taille qu'on peut avoir sur le cas d'univers. On a des temps de calcul qui sont importants, et donc, du coup, on a juste ensuite proposé deux autres méthodes de résolution basées sur la formulation que j'ai présentée précédemment, et donc qui nous permettent d'améliorer notamment les problèmes d'espace. Je vais passer maintenant à la partie sur l'étude de cas que nous avons réalisée sur le département de l'Isère. On s'est basé sur les données du Conseil général pour caractériser largement. On a considéré 2 types de demandes. D'une part, les restaurations collectives, d'autre part, les grandes et moyennes surfaces. D'après les chiffres qu'on a récoltés, on a pu déterminer un chiffre d'affaires et un volume annuel. On va regarder ici le nombre de clients, une centaine pour la restauration collective, 188 pour les grandes surfaces. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est si on regarde le prix de vente sur les produits fruits et légumes, finalement, on a un prix de vente qui est autour de entre 1,30 € et 1,40 €, qui est relativement faible. D'autre part, avec la Chambre d'agriculture des Isères, on a caractérisé l'offre des producteurs, on a identifié 134 producteurs, et puis on a considéré 10 produits fruits et légumes plus significatifs. Pour les plateformes potentielles qui permettent d'assurer la distribution des produits, on a 5 localisations sur le département. Là, géographiquement, on peut passer ici sur le département, on a des plateformes sur le rouge, tout un ensemble de clients, et puis les producteurs, soit envers les producteurs de légumes, qui sont bien répartis sur le département, ou en orange, les producteurs de fruits, qui, comme l'a mentionné Florence, sont surtout répartis sur l'ouest du département. Par rapport à ça, on a ajouté quelques contraintes métiers qui viennent du terrain, notamment le fait que pour les producteurs, on fait un rayon d'action pour livrer directement un client, il faut que celui-ci soit quand même assez proche. On livre à 20 km sur distance par la livraison directe entre un producteur et un client. On propose aussi pour les plateformes de distribution sur les circuits de proximité, il est possible de limiter leur rémunération de la même façon une plateforme seulement des clients qui sont relativement proches. Et on a aussi testé un cas où on assure un chiffre d'affaires annuel minimal pour chacun des producteurs qui serait fait partie du réseau de distribution. Après, voilà, on a testé différents paramètres par rapport à ça, donc notamment toutes les configurations de plateformes ouvertes. Du cas où on n'a aucune plateforme, jusqu'au cas où on dirait les 5 plateformes potentielles. On a testé 2 cas pour le rayon d'action des plateformes, soit on limite à 50 km, ou alors on fait aucune limitation. Et pour le chiffre d'affaires minimum, soit on n'en met pas, soit on met un chiffre d'affaires de 2 000 ou 15 000 € annuels, pour le cas de la restauration collective et de l'étranger. Du coup, là, je vous présente quelques résultats ici, c'est très synthétique sur le coût moyen du transport. Donc, il y a deux cas différents. Donc, si vous regardez sur la gauche, c'est tout ce qui concerne la livraison des restaurations collectives. Et à droite, c'est la livraison des grandes et moyennes surfaces. Vous avez à chaque fois le nombre de plateformes qui varie entre 0 et 1 plateforme claire. Et ce qu'on lit en ordonnée, c'est le coût moyen de transport, donc exprimé en euros par kilo de produits transportés. Selon les couleurs, on a différentes configurations en fonction du chiffre d'affaires minimal et du rayon d'action de la plateforme. Alors, ce qu'on peut constater là, sur ces résultats, c'est-à-dire que pour la restauration collective, on voit qu'effectivement, si on n'ouvre aucune plateforme, c'est quand même
pas du tout intéressant de faire ce type de circuit court. On est sur un prix pour les 45 centimes d'euros par kilo transporté pour le transport, sachant qu'on a dit que les produits sont vendus autour de 1,35 €. Et après, ça devient intéressant de au moins une plateforme. Et par contre, ça devient intéressant si jamais on ne limite pas le rayon d'action des plateformes qui sont. Mais on reste tout de même dans ce cas-là avec des chiffres qui sont relativement, des transports qui sont relativement bons. Par contre, si on passe ici aux grandes et moyennes surfaces, on voit que là, on a une demande qui est un peu plus importante. Et du coup, on arrive à jouer sur les effets d'échelle et à avoir un coût de transport beaucoup moins important. Soit dans le cas où il n'y a aucune plateforme ouverte, il y a que du transport en direct, même si là, on ne va pas satisfaire totalement. Et donc ensuite, même dans le cas où on a des plateformes, on a un transport qui est installé. Donc, juste quelques résultats complémentaires par rapport à ça. Et ce qu'on constate dans les deux cas, c'est que si on n'ouvre pas, dans le cas où on ouvre une plateforme, on ne ferait que des livraisons de manière directe, alors on a à peu près 60% des demandes des clients qui sont satisfaits. Ensuite, il y a une forte disparité entre les chiffres d'affaires des producteurs, qui ont une chose systématique pour faire les livraisons, et puis d'autres qui viendront de manière plus marginale en appui de faire quelques livraisons pour l'année. En s'intéressant maintenant à la différenciation entre les transports qui sont effectués de manière directe au Occident ou les transports qui vont passer par une plateforme, dans le cas des clients chez les restaurations collectives, on a à peu près 40% de transport en direct. Et dans le cas où c'est les grandes et moyennes surfaces, là, on monte jusqu'à 60% de transport de manière. Nous, on voit que c'est quand même important, enfin intéressant en tout cas, dans ces autres distributions, de considérer que tous les flux des produits passent pas nécessairement par une plateforme, mais qu'il peut aussi avoir une partie des flux, une partie des livraisons qui se fait de manière directe, producteur jusqu'au client. Et ensuite, si on regarde les cas où finalement on va atteindre le maximum de débordement, on voit que si d'une part, si les plateformes passent des rayons d'action, le transport est très faible. Par contre, c'est seulement dans le cas où l'utilisation serait la restauration collective et qu'on limite le rayon d'action, alors dans ce cas-là, on peut avoir jusqu'à 10% des produits quand même qui vont subir ces deux transports pour lesquels on pas la limite de ce qu'on fait. Voilà, je vais finir pour cette partie et je vais laisser maintenant Mandane vous parler du polygone. Je vois que l'heure avance, je vais essayer d'aller assez vite sur ce problème-là, je vais essayer de raccourcir. Donc c'est un problème en fait qu'on a étudié pour la Chambre d'agriculture de la région Rhône-Alpes, sur à savoir justement comment est-ce qu'on va concevoir des lots dans les processus d'appel d'offres pour les cantines scolaires, de telle façon, quelque part, à permettre en fait aux entreprises, aux fournisseurs qui travaillent avec les producteurs locaux de participer en fait à des appels d'offres. Donc très souvent, la réponse à ces appels d'offres-là, c'est souvent les gros intermédiaires qui participent, les producteurs, enfin les fournisseurs de taille, n'ont pas la possibilité de participer. Donc c'est le programme de l'allotissement. Alors le processus d'appel d'offres est relativement simple. Vous avez donc les restaurations collectives scolaires qui sont regroupées souvent dans les groupements d'achat. Et puis les groupements d'achat émettent évidemment un appel d'offres par rapport aux demandes qui sont effectuées par les cantines scolaires et on publie les appels d'offres auprès des fournisseurs. Et les fournisseurs, une fois qu'ils ont été sélectionnés sur les appels d'offres, vont pouvoir en fait livrer effectivement les cantines selon les demandes qui étaient effectuées dans le cadre des contrats. Alors, par exemple, vous avez une instance au niveau de la Drôme, cette cantine, 70 fournisseurs,
avec des revenus par livraison, des rayons d'action par rapport en fait aux fournisseurs qui déclarent quelque part je peux livrer jusqu'à quel temps de kilomètre par rapport à un périmètre de ces plateformes. Et puis on a aussi exprimé des ratios de profil minimum. Donc en fait, un fournisseur accepte d'aller livrer. Et puis vous avez des distances exprimées effectivement entre les plateformes logistiques des fournisseurs et les listes. Alors donc, bon, je vais aller assez vite. Ici, donc un lot, en fait, c'est une partie de l'ensemble des clients. Hein. Ici, on considère qu'un lot, c'est au moins 2 clients, donc au moins 2 lycées qui sont regroupés à l'intérieur d'un lot. Alors, on travaille ici, pour ce problème-là, on considère là un seul type de viande pour simplifier un peu les choses, sachant que, en fait, le gestionnaire peut très bien en amont considérer qu'il y a un lot de viande d'agneau, un lot de viande, pour simplifier un peu les choses. Alors, ce qui est important ici, c'est vraiment la rentabilité économique d'un lot. C'est le ratio donc, entre le chiffre d'affaires généré par un lot et puis la distance par lot. C'est vraiment sur ce critère-là qu'on a travaillé, de telle façon à permettre d'avoir des lots, je dirais, avec des rentabilités économiques à peu près, on va dire, équitables. Sur ce critère-là, vraiment, pour chaque fournisseur, on définit un rayon d'action ou un ratio minimal de rentabilité et un ratio minimal de rentabilité pour qui effectue la livraison. Alors on va dire que c'est très compliqué en fait avoir le rayon d'action. Mais finalement, bon, on peut très bien demander aux fournisseurs de nous donner par exemple 5 clients les plus éloignés de pays d'amis. Donc ça permet quand même d'avoir ça. Donc on considère qu'un fournisseur peut répondre à un lot si tous les clients se situent dans le pays, sont situés dans la rayon d'action de ces plateformes. Et puis le ratio de rentabilité du lot est acceptable pour le fournisseur. Et un lot est acceptable s'il y a au moins un fournisseur qui peut répondre. Et donc on définit un certain nombre d'éléments de base et nous, notre objectif, c'est évidemment d'avoir un maximum de fournisseurs qui répondent au lot que nous allons définir. Alors du coup, par exemple, ici, vous avez des clients là, qui sont schématisés par les carrés rouges, et puis vous avez une plateforme des fournisseurs en mauve, et vous avez la rayon d'action de chaque plateforme logistique. Donc ici, il s'agit pour nous de concevoir en fait des lots qui représentent des partitions, enfin des parties, des sous-ensembles de clients, donc de regrouper en lots autour des plateformes. De telle façon à ce qu'il y ait maximum de fournisseurs qui puissent répondre à ça. Et on veut des lots équitables en termes de rentabilité, donc pour les cantines scolaires, pour qu'à peu près les cantines scolaires soient livrées de la même manière, et que pour les fournisseurs, qu'il n'y ait pas des fournisseurs qui seraient tentés de répondre uniquement sur un certain nombre de lots et pas sur d'autres. Parce que il fallait, dans ces lots-là, d'aller livrer un lycée qui serait dans le accord et que c'est un petit lycée, ça ne rapporte pas grand-chose. Et puis, il respecte ces lots. Alors, la même chose par rapport au problème précédent qu'a présenté Maxime, nous avons utilisé aussi des modélisations à base de programmation mathématique. C'est malheureusement aussi un problème très difficile à résoudre d'un point de vue informatique. Et on a utilisé donc des méthodes aussi classiques de résolution mathématique et exactes pour résoudre ce problème. Alors, on a étudié le cas, cette fois-ci, pour l'approvisionnement en viande pour le département de la Drôme et de l'Ardèche. Moi, je vais vous montrer simplement l'exemple de la Drôme que je vais montrer au début. Bon, je passe sur le modèle mathématique, c'est un peu complexe aussi, un peu plus simple que celui de Maxime, évidemment. En tout cas, par exemple, sur l'instance de la Drôme, ici, vous avez donc 11 lots, c'est le résultat qui est obtenu avec en fait une recherche locale. Sur ces 11 lots, en fait, on a permis, alors, on a sommé en fait l'ensemble des entreprises qui ont pu répondre à chacun des lots. Donc, on a du coup un objectif de 271 entreprises, mais réellement il n'y a pas 271 entreprises qui ont répondu.
et c'est la somme des entreprises qui vous répondent sur l'ensemble de chacun des lots. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, on a limité un écart de ratio entre les lots qui est égal à 1. Donc, vous avez un ratio profit là, ici, qui est vraiment limité entre 12 et 12. Alors, si on autorise un écart un peu plus important, par exemple, ici, on a autorisé donc, un écart de 5, on a un peu plus de lots, on a 15 lots. Alors, du coup, ça fait des frais de gestion, hein, quand même, on fait des gestionnaires de compte d'achat. À eux de voir est-ce qu'ils souhaitent lancer un appel d'offres en 12 lots ou un appel d'offres à 15 lots. Ce n'est pas la même gestion. Hein. Et ni la même évaluation des dossiers de réponse aux appels. Et là, on a 371 entreprises qui peuvent répondre en cycle de qualité sur ces 15 lots. Alors, ici, on a relâché un petit peu les contraintes parce que sur le cas précédent, vous avez pu voir que en fait, les lots donnent en fait, une couverture géographique qui ne sont pas très bonnes. Parce que en fait, les lots s'intersectent. Donc, ça veut dire qu'au niveau transport, derrière, ça va générer certainement des surcoûts. Ce n'est pas très bon. Du coup, en jouant sur l'écart de ratio, on peut avoir des lots un peu plus intéressants d'un point de vue géographique, même si les écarts entre les lots sont un petit peu plus. Donc là, c'est un réglage à trouver hein, pour l'écart de ratio, de telle façon avoir un bon compromis entre l'équité des lots et puis aussi la couverture géographique et la distance parcourue, évidemment, pour les deux. Voilà, donc je finis là-dessus très rapidement. Donc nous, on a travaillé au niveau du laboratoire hein, sur deux outils qui nous permettent donc, de concevoir un réseau de distribution optimisé par mutualisation des transports, et l'autre, c'est de concevoir les lots optimisés pour les appels d'offres. La modélisation, on a pris en compte évidemment des aspects originaux. Hein, ces travaux ont déjà été publiés en partie et vont continuer à être publiés dans l'année à venir. Certainement faire la publication de l'originaux. Et on a utilisé effectivement des outils de la recherche opérationnelle pour modéliser et résoudre ces problèmes difficiles avec des études de cas intéressantes au niveau départemental et régional. Alors les perspectives, c'est effectivement expérimenter ces solutions sur le terrain, notamment au niveau des appels d'offres. Et nous, on a constitué actuellement, on est en train de travailler avec la Chambre d'agriculture de la région pour essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas faire des appels d'offres fictifs pour tester vraiment sur le terrain ce que ça peut donner. Combien d'entreprises nous répondent en fait à cet appel. Bon, après, au niveau de la modélisation, on peut prendre en compte effectivement des schémas de transport plus fins, avec, par exemple, moi, ce qu'on va prendre en compte la collaboration des producteurs, intégrer des tournées, je dirais, pour livrer des lots dans les tournées existantes des entreprises de transport. Et puis, aussi, le contrôle de nos producteurs, comment est-ce qu'il peut faire pour accepter en fait une étude. Et puis, bon, toujours améliorer en fait les méthodes de résolution parce que c'est vraiment très difficile. Là, on est sur des petites instances et si on passe à 1000 clients, qu'est-ce qui se passe? 1000 clients et 100 plateformes. Alors, plus globalement, en fait, il y a évidemment d'autres études. Hein. Ici, je vous montre simplement toute la chaîne logistique qu'il faut avoir, hein, de la commande jusqu'à l'offre, si on remonte la chaîne facilement. C'est un projet donc, qui est mené. C'est un projet national qui s'appelle RELIDA autour des services. Il y a énormément de champs d'agriculture qui sont impliqués là-dedans. Nous, par exemple, sur la conception de réseau, on a contribué à la partie simplement du réseau. Mais on a, par exemple, des études sur les stages d'IA de l'école qui ont regardé la gestion des marques de livraison au niveau de la préparation des livraisons. Il y a la gouvernance aussi des associations des groupes de producteurs. Comment est-ce qu'on arrive à motiver en fait, les producteurs à se regrouper et quelle gouvernance il faut avoir pour que tous les producteurs puissent avoir un gain aussi. C'est aussi un deuxième stage hier.
l'école de génie industriel. Une étude aussi de concept, sur le concept de l'égalité dans sa vie. C'est également un stage étudié par un étudiant Voilà. Pour les détails plus techniques, je vous inviterai donc à la soutenance de Maxime la semaine prochaine, le 5 décembre à 14h, dans cette salle d'ailleurs, qui va vous parler de ces problèmes-là, notamment des méthodes de résolution, et aussi d'autres choses sur la planification des centres. Voilà, donc je finirai là-dessus. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous remercie aussi l'ensemble des intervenants. Voilà. Des questions? Je pose la première. Vas-y. Alors j'étais surpris dans la présentation de Christophe du Conseil général sur le fait qu'on essaye de faire des circuits courts et il semble qu'on rajoute des cantines mutualisées. Alors je n'ai pas compris pourquoi on rajoute un intermédiaire alors qu'on peut en supprimer. Les mutualisés en tant que tel, la résultat intermédiaire, c'est de conception du repas-même et la relation entre le producteur et l'acheteur. Là, c'est le département qui est l'acheteur. Le département qui est l'acheteur des alimentaires. Là, c'est les producteurs. Après, la conception du repas et après la restitution stratégique de la D'accord, c'est discutable. Après, c'est notre débat de savoir le modèle de restauration, soit dans le domaine dans le collège, voilà, le programme de qualité. Par contre, dans le code de l'adoption du conseil général, à travers cette mutualité, là, j'en pense un peu national, un peu technique, c'est-à-dire qu'on est sur l'entre-deux de la question sur la région, entre justement la décentralisation, la décentralisation, la compétence de la restauration relève du département, la région, et par contre, on a d'autres côtés, dans l'établissement, sur les principaux des collèges et les gestionnaires des collèges. Donc, si vous voulez, la question qu'on a dans les à laquelle le département est confronté, là, les collèges, c'est si la compétence de la restauration relève du département, même si le budget d'achat des denrées alimentaires relève du département, l'autorité principale du collège et des collèges ne peuvent pas forcément acheter des possibilités, parce que là, on ne peut pas les contraindre directement. Et à travers le mutualité, l'achat, c'est le principal du collège, c'est directement par le département. C'est pour ça qu'on est passé dans l'appel d'offres, sur des gros volumes, l'appel d'offres, et donc après l'investissement public, et pratique à travers un certain mutualité du collège. Alors, je vais rentrer un peu dans ce débat. Non, mais ceci dit, tu as un aspect un peu paradoxal, je trouve, du résultat. C'est surprenant de dire qu'on va faire du réchauffé alors qu'on veut faire on part sur du durable et du juste. Vous êtes d'accord? Je pourrais vous demander, c'est un choix des élites politiques du Conseil d'État. Non, mais ça rejoint un peu la question d'ouverture, ce qu'avait l'introduction.